Je m'appelle Gage, j'ai 34 ans, et je suis un ingénieur logiciel qui a plutôt bien réussi. Ma relation avec ma sœur Karen et ma mère a toujours été tendue, surtout en ce qui concerne l'argent. Vivre seul avec un confortable salaire à 6 chiffres me donne de la liberté, mais apparemment, cela fait aussi de moi le distributeur automatique de la famille. Quand ma nièce de 16 ans, Mia, m'a envoyé un texto pour me demander 1800 $ pour son bal de promo, j'ai regardé mon téléphone avec incrédulité. Je ne savais pas que ma réponse allait déclencher une guerre familiale. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour savoir comment un simple SMS a tout changé dans ma famille pour toujours. Pour comprendre pourquoi cette situation m'a tant affecté, vous devez connaître l'histoire de ma famille. Mon père est décédé quand j'avais seulement 6 ans. C'était un ouvrier du bâtiment qui a eu un accident mortel sur un chantier, laissant ma mère seule pour élever 2 enfants. Karen, ma sœur, a 7 ans de plus que moi. Même avant la mort de papa, elle a toujours été l'enfant prodige, celle qui recevait les éloges, l'attention et les attentes. Après sa mort, cette dynamique n'a fait que s'intensifier. Maman travaillait 2 emplois pour nous maintenir à flot, ce que je respecte immensément. Elle était infirmière le jour et serveuse la nuit. Mais son absence a fait que Karen est devenue essentiellement ma gardienne dès mon plus jeune âge. Au lieu de créer un lien entre nous, cette responsabilité a engendré du ressentiment. Karen ne m'a jamais laissé oublier qu'elle avait dû sacrifier une partie de son adolescence pour s'occuper de son petit frère. En grandissant, tout était une comparaison. Pourquoi ne peux-tu pas avoir des notes comme ta sœur? Karen ne m'a jamais causé autant de problèmes. Regarde comme Karen est responsable. C'était épuisant de vivre dans son ombre, surtout quand je faisais de mon mieux avec peu d'encouragement. Maman voyait Karen comme la responsable, celle qui réussirait, tandis que j'étais juste l'enfant à problème qu'il fallait gérer. Quand Karen a eu 20 ans, elle a rencontré Brian. 6 mois plus tard, ils étaient mariés, et maman était aux anges. Brian venait de ce qui semblait être une bonne famille, avait un emploi décent dans la vente et promettait de prendre soin de Karen. Ce que personne d'entre nous n'a réalisé à l'époque, c'est que Brian était incroyablement irresponsable avec l'argent. Il faisait de grands discours sur les investissements et les opportunités d'affaires, mais la plupart de ses projets tombaient à l'eau. Karen, désespérée de maintenir les apparences du succès, n'a jamais parlé à maman de leurs problèmes financiers. Pendant ce temps, j'étais déterminé à faire quelque chose de ma vie. Contrairement à Karen, dont les études universitaires étaient partiellement financées par les économies de maman provenant de l'assurance vie de papa, j'ai dû travailler pour les miennes. Au moment où j'étais prêt pour l'université, cet argent avait disparu, dépensé principalement pour l'éducation et le mariage de Karen. Je travaillais 20 heures par semaine à remplir les rayons d'une épicerie locale tout en suivant un programme complet en informatique. Les étés n'étaient pas pour la détente. Je travaillais 60 heures par semaine pour économiser pour l'année scolaire à venir. La vraie tension avec Karen a commencé pendant ma 2e année d'université. Elle m'a appelé en pleurant, disant qu'il ne pouvait pas payer le loyer. Bien qu'étant un étudiant fauché, j'ai rassemblé 600 $ pour les aider. C'était la première de nombreuses urgences où Karen avait besoin d'une aide financière. Réparation de voiture, facture médicale, caution de logement, chaque fois avec la promesse de me rembourser, ce qui n'est jamais arrivé. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un emploi dans une start-up technologique qui a finalement décollé. J'ai travaillé 80 heures par semaine, pris des risques et me suis bâti une réputation de solutionneur de problèmes. 4 ans plus tard, notre entreprise a été rachetée par une plus grande société de technologie, et mes options sur actions ont pris une valeur substantielle. Pour la première fois de ma vie, j'avais la sécurité financière, entièrement grâce à mon travail acharné et à ma détermination. La situation financière de Karen et Brian, cependant, a continué à se détériorer. Ils ont acheté une maison qu'ils ne pouvaient pas se permettre dans un quartier chic, ont loué des voitures de luxe et ont pris des vacances somptueuses, tout en luttant pour payer les factures de base. Karen est devenue de plus en plus créative dans ses raisons pour avoir besoin d'argent, et je suis devenu de plus en plus sceptique. Leur fille, ma nièce Mia, est née quand j'étais à l'université. J'ai toujours essayé d'être un bon oncle, envoyant des cadeaux d'anniversaire et de Noël, assistant aux événements scolaires quand je le pouvais, mais j'ai observé avec une inquiétude croissante comment Mia était élevée sans aucune notion de responsabilité financière. Elle obtenait tout ce qu'elle voulait, que ses parents puissent se le permettre ou non. Nouveau téléphone, vêtements de marque, loisirs coûteux qui seraient abandonnés après un mois,
tout cela parce que Karen et Brian ne pouvaient pas dire non. Ils l'élevaient exactement comme ils vivaient, dépensant aujourd'hui et s'inquiétant des conséquences demain. Maman est restée inconsciente de la réalité de la situation de Karen. À ses yeux, Karen avait tout fait correctement. Mariée jeune, eu un enfant, acheté une belle maison. J'étais l'intrus, concentré sur ma carrière, célibataire, sans enfant. Quand Karen se plaignait à maman de ma réticence à aider la famille, maman m'appelait pour me faire culpabiliser sur l'obligation familiale et sur le fait que je devais soutenir ma sœur. Les liens du sang sont plus forts que tout, Gage, disait-elle. Tu en as plus qu'assez. Pourquoi ne peux-tu pas aider ta sœur quand elle en a besoin? Ce que ni l'une ni l'autre ne reconnaissait, c'est que j'avais aidé à plusieurs reprises, à hauteur de milliers de dollars qui ont disparu dans le trou noir de la mauvaise gestion de Karen et Brian. Chaque fois que je leur donnais de l'argent, ce n'était pas pour résoudre un problème, c'était pour entretenir leur style de vie. Et chaque fois que j'essayais de suggérer un budget ou une planification financière, j'étais rejeté comme étant moralisateur et contrôlant. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée il y a 3 ans, lorsque Karen a appelé au sujet de la perte potentielle de leur maison. Ils avaient 3 mois de retard sur leur hypothèque et la banque menaçait de saisie. J'ai accepté d'aider à la condition qu'ils rencontrent un conseiller financier et établissent un budget. Ils ont accepté à contre-cœur. J'ai payé le montant restant dû et Karen a promis de mettre de l'ordre dans leurs finances. Je l'ai même aidé à mettre en place des paiements automatiques pour leurs factures afin de m'assurer que rien ne serait à nouveau manqué. 2 mois plus tard, j'ai vu Karen poster des photos de leurs vacances en famille à Cancun sur les réseaux sociaux. Quand je l'ai interpellée à ce sujet, elle est devenue défensive, disant qu'ils avaient besoin de cette pause après tout le stress d'avoir failli perdre leur maison. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, plus d'assistanat. Je serai là pour un soutien émotionnel, pour des conseils s'ils le voulaient. Mais la banque de gage était officiellement fermée. Cela a conduit à plus de tensions, à plus d'appels larmoyants de Karen, à plus de leçons de morale de maman sur le fait que j'abandonnais ma famille dans le besoin. Mais je suis resté ferme. J'avais travaillé trop dur pour ce que j'avais pour le voir s'envoler parce que ma sœur et son mari refusaient de vivre selon leurs moyens. Ce qui nous amène à Mia, maintenant âgée de 16 ans, et entièrement endoctrinée dans la mentalité de ses parents selon laquelle l'argent pousse sur les arbres, en particulier les arbres dans le jardin de l'oncle Gage. Avec le recul, j'aurais dû voir venir cette demande, mais d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé non préparé à son audace. C'était un mardi après-midi, et j'étais plongé dans le débogage d'un algorithme complexe au travail lorsque mon téléphone a vibré avec un SMS. Normalement, je ne consulte pas mes messages personnels pendant les moments de concentration, mais quelque chose m'a dit de regarder. La notification indiquait que c'était de Mia, ce qui était assez inhabituel pour attirer mon attention. Nous n'avions pas l'habitude de nous envoyer des SMS régulièrement. J'ai ouvert le message et j'ai dû le lire 2 fois pour être sûr de ne pas me tromper. Salut, oncle Gage. Alors, le bal de promo approche le mois prochain, et j'ai trouvé la robe parfaite, mais elle coûte 1200 $. Maman dit qu'on a un budget serré, mais je sais que tu peux aider. J'ai aussi besoin d'environ 600 $ pour la limousine et l'after party. Peux-tu envoyer l'argent cette semaine? Merci beaucoup. Je t'aime. Pas de « comment vas-tu ?» Pas de politesse, juste une demande directe de 1800 $. Comme si elle demandait à emprunter un crayon. Le sentiment de droit désinvolte de son message m'a laissé momentanément sans voix. J'ai posé mon téléphone et j'ai pris une profonde inspiration, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mon esprit a flashé sur mon propre bal de fin d'année, il y a 12 ans. J'avais économisé pendant des mois sur mon salaire de l'épicerie pour me payer la location d'un smoking d'occasion et pour participer à une limousine partagée avec 5 autres gars. Ma cavalière et moi avions partagé l'addition au dîner dans un restaurant à prix modéré avant la danse. La nuit entière m'avait coûté environ 300 $, ce qui était encore une somme importante pour moi à l'époque, mais j'avais gagné chaque centime moi-même. Maintenant, voilà Mia qui demandait 6 fois ce montant sans une seconde pensée. La robe seule coûtait plus de 4 fois ce que j'avais dépensé pour toute mon expérience de bal, et elle ne demandait pas à ses parents, qui devraient être ceux qui gèrent de telles dépenses s'ils peuvent se les permettre. Elle venait directement à moi, les contournant complètement. Après avoir pris quelques minutes pour me calmer, j'ai décidé de répondre avec ce que j'espérais être de la sagesse plutôt que de la colère. Je ne voulais pas lui faire honte, mais je refusais aussi d'encourager le comportement de droit que ses parents avaient cultivé. Mia, je te remercie de penser à moi,
mais je pense que c'est une excellente occasion pour toi d'apprendre quelque chose de précieux. Quand je suis allé à mon bal, j'ai travaillé et économisé pendant des mois pour le payer moi-même. L'expérience a eu beaucoup plus de sens parce que je l'avais mérité. Tu es capable de faire de même. Tu pourrais trouver un travail le week-end, faire du babysitting ou des petits boulots dans le quartier. Il y a aussi de belles robes pour une fraction de ce prix. Je serais heureux de t'aider à faire un budget et à planifier comment gagner ce dont tu as besoin, mais je ne vais pas simplement envoyer l'argent. Gagne-le. J'ai relu mon message plusieurs fois avant de l'envoyer, m'assurant qu'il paraissait encourageant plutôt que moralisateur. Je croyais sincèrement que cela pourrait être un moment d'apprentissage pour Mia, une chance de ressentir la fierté qui vient du travail vers un objectif et de l'atteindre par ses propres efforts. 3 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. La réponse de Mia fut rapide et dure. « Waouh, je n'arrive pas à croire que tu sois si radin. Tout le monde sait que tu as des tonnes d'argent. Maman avait raison. Tu ne te soucies tout simplement pas de la famille. Peu importe. Je demanderai à grand-mère à la place. » Le message m'a giflé. Non seulement à cause de l'accusation d'être radin, mais parce qu'il révélait tant de choses sur ce qui se disait de moi en mon absence. Karen m'avait clairement dépeint comme une sorte d'avare sans cœur qui amassait des richesses pendant que les membres de sa famille souffraient, et ma mère, qui aurait dû lui inculquer de meilleures valeurs, était apparemment le plan de secours pour les demandes extravagantes. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Blessé que ma famille ne me voie que comme un portefeuille. En colère que ma sœur empoisonne l'esprit de sa fille contre moi. Déçu que ma nièce de 16 ans ait des valeurs si déformées. Et sous tout cela, une profonde tristesse que l'argent soit devenu le prisme principal à travers lequel mes relations familiales étaient vues. Malgré mon bon jugement, je me suis senti obligé de répondre une fois de plus. Mia, il ne s'agit pas d'être radin. Il s'agit de t'aider à développer l'autonomie et une appréciation de la valeur de l'argent. Ce sont des compétences qui te serviront bien tout au long de ta vie. Je tiens trop à toi pour te priver de l'occasion de les apprendre. Mon offre de t'aider à planifier et à budgétiser tient toujours. Elle n'a pas répondu. J'ai essayé de retourner à mon travail mais je n'arrivais pas à me concentrer. Mon esprit tournait en boucle sur l'échange, me demandant si j'avais été trop dur, s'il y avait une meilleure façon de gérer la situation. Une partie de moi voulait juste envoyer l'argent pour éviter le conflit que je savais imminent. Mais une partie plus forte savait que ce serait la mauvaise leçon à enseigner. À 17 heures, j'avais peu progressé dans mon travail. J'ai rangé mon ordinateur portable et je suis rentré plus tôt, m'arrêtant à la salle de sport en chemin pour évacuer une partie de la frustration. Alors que je me lançais dans un entraînement punitif, je n'arrêtais pas de penser à quel point ma sœur et moi étions devenus différents malgré le fait de venir du même foyer. Elle avait embrassé le droit et la gratification immédiate. Tandis que j'avais appris la valeur du travail acharné et de la récompense différée. Maintenant, ces valeurs divergentes créaient un canyon entre nous qui semblait impossible à combler. Je sortais juste de la douche quand la vraie tempête a éclaté. Je ne savais pas que le texto de Mia n'était que la première salve de ce qui allait devenir une guerre familiale à grande échelle. Mon téléphone a sonné juste au moment où j'enfilais un t-shirt après ma douche. Le nom de Karen s'est affiché à l'écran et j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. C'est parti, ai-je pensé. Prenant une profonde inspiration, j'ai répondu à l'appel. Comment oses-tu ? La voix de Karen était stridente, ne prenant même pas la peine de saluer. Comment oses-tu faire en sorte que ma fille se sente comme une moins que rien ? Salut à toi aussi, Karen, ai-je dit, en essayant de garder un ton neutre. Je n'ai pas fait en sorte que Mia se sente comme une moins que rien. Je lui ai proposé de l'aider à apprendre comment gagner de l'argent pour son bal. Elle a 16 ans, gage. Elle ne devrait pas avoir à travailler pour des expériences de base du lycée. As-tu la moindre idée de la façon dont tu l'as blessée ? Elle pleure dans sa chambre depuis 1 heure. Je me suis assis sur le bord de mon lit, me frottant la tempe où un mal de tête commençait à se former. Karen, $1 800 pour un bal de promo n'est pas une expérience de base du lycée. C'est extravagant, peu importe la norme. Et oui, à 16 ans, apprendre la valeur du travail est exactement ce qu'elle devrait faire. Oh, c'est bien beau venant de toi, a craché Karen. Monsieur le succès de la Silicon Valley. Tu penses que parce que tu as travaillé dur, tout le monde devrait galérer aussi. Certains d'entre nous n'ont pas eu les opportunités que tu as eues. J'ai failli m'étouffer devant l'absurdité de sa déclaration.
Les opportunités que j'ai eues. Karen, es-tu sérieuse en ce moment? Tu as eu tes études universitaires partiellement payées. J'ai travaillé pendant mes études. Tu as eu le soutien émotionnel de maman. J'ai eu des critiques constantes. Quelles sont exactement ces opportunités magiques que tu penses que j'ai eues? Tu as pu te concentrer uniquement sur ta carrière, sans responsabilité. Pas de mari, pas d'enfant, rien que ton précieux travail. Ça doit être agréable d'être si égoïste. La conversation se détériorait rapidement et j'ai eu du mal à garder mon sang-froid. Mes choix de vie ne sont pas égoïstes. Ils sont juste différents des tiens. Et ils ne sont certainement pas pertinents pour savoir si ta fille doit s'attendre à ce que son oncle débourse près de 2000 $ pour une nuit de fête. Tu dois à cette famille, Gage. La voix de Karen est devenue froide. Après tout ce que nous avons fait pour toi en grandissant. Qu'est-ce que tu as fait pour moi exactement, Karen? À part ressentir mon existence. Je t'ai pratiquement élevé. Pendant que maman se tuait au travail pour garder un toit sur nos têtes, c'est moi qui m'assurais que tu fasses tes devoirs, que tu aies à dîner, que tu ailles à l'école à l'heure. J'ai sacrifié mon adolescence pour toi. Et je t'en suis reconnaissant, ai-je dit, le pensant sincèrement. Mais cela ne te donne pas un accès illimité à mon compte en banque pour toujours. Surtout pas pour quelque chose d'aussi inutile qu'une robe de bal obscènement chère. Karen est restée silencieuse un moment, et quand elle a repris la parole, sa voix avait cette douceur manipulatrice que j'avais appris à reconnaître comme un signe d'avertissement. Écoute, Gage, Mia a jeté son dévolu sur cette robe. Toutes ses amies vont mettre le paquet pour le bal. Je ne veux pas qu'elle se sente exclue. Ne peux-tu pas faire cette seule chose pour elle, pour moi, pour la famille? J'ai fait beaucoup de seules choses pour toi au fil des ans, Karen. Des milliers de dollars de seules choses qui n'ont jamais été remboursées ni même reconnues. Mais il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit du principe. Mia doit apprendre que l'argent n'apparaît pas sur demande. Paix ou honterait de la famille. La voix de Karen est redevenue froide. Toute prétention de douceur avait disparu. Je suis sérieuse, Gage. Si tu n'envoies pas l'argent d'ici demain, ne t'attends plus à faire partie de cette famille. La menace a frappé comme un coup physique. Malgré nos différences, malgré la tension et le ressentiment, ils étaient toujours ma famille. La pensée d'être complètement coupé d'eux a laissé un vide dans ma poitrine. Est-ce que tu me menaces sérieusement de me renier pour une robe de bal? Ai-je demandé, la voix basse. Il ne s'agit pas de la robe. Il s'agit d'années où tu nous as méprisés, où tu as jugé nos choix, où tu as agi comme si tu étais meilleur que tout le monde. La robe n'est que la goutte d'eau. Avant que je ne puisse répondre, Karen a raccroché. Je suis resté assis, le téléphone à la main, me sentant comme si j'avais été heurté par un camion. L'injustice de ces accusations me piquait. Mais ce qui faisait plus mal, c'était de réaliser que c'était ainsi que ma sœur me voyait vraiment. Non pas comme quelqu'un qui avait travaillé dur pour surmonter les obstacles, mais comme quelqu'un qui avait reçu des avantages et qui maintenant les brandissait sur tout le monde. J'ai à peine eu le temps de digérer la conversation avec Karen que mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était ma mère. J'ai brièvement envisagé de ne pas répondre, mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses. Gage, qu'est-ce que j'entends? Tu refuses d'aider Mia avec son bal? La voix de maman avait ce ton de déception familier qui avait été la bande-son de mon enfance. Bonjour, maman. Ravi de t'entendre aussi. Je vais bien, merci de demander, ai-je dit, incapable de retenir le sarcasme de ma voix. Ne fais pas le malin avec moi, jeune homme. Karen vient de m'appeler en larmes. Comment as-tu pu être si cruel avec ta nièce? Je n'ai pas été cruel, maman. Mia m'a demandé 1800 $ pour son bal. Je lui ai dit que c'était excessif et je lui ai proposé de l'aider à apprendre à gagner de l'argent et à budgétiser à la place. Gage, tu sais que ta sœur a des difficultés financières. Pourquoi es-tu si difficile? Tu as plus qu'assez d'argent. Et voilà encore une fois, la supposition que ma stabilité financière m'obligeait en quelque sorte à financer les mauvaises décisions de tout le monde. Ma situation financière n'est pas le problème, maman. Le problème est d'enseigner à Mia des valeurs responsables. Ne me fais pas la morale sur les valeurs, Gage. Je vous ai élevés tous les deux avec de bonnes valeurs. Karen fait de son mieux en tant que mère. Et si tu avais tes propres enfants,
tu comprendrais à quel point il est important de leur offrir les meilleures expériences possibles. Même quand ces expériences coûtent près de 2000 $ que ses parents ne peuvent pas se permettre. En quoi lui apprendre à dépenser au-delà de ses moyens est-elle une bonne valeur? C'est son bal de fin d'année, gage. C'est un événement unique dans une vie. Chaque fille mérite de se sentir spéciale. J'ai pris une profonde inspiration, essayant une approche différente. Maman, quand j'étais au lycée, m'as-tu donné 1800 $ pour mon bal? Il y a eu une pause. C'était différent. Nous n'avions pas ce genre d'argent à l'époque. Exactement. Et j'ai quand même passé un excellent moment parce que j'ai travaillé et économisé pour ça moi-même. C'est tout ce que je suggère à Mia de faire. Tu as toujours été têtue, a soupiré maman. Tout comme ton père. Il n'a jamais compris l'importance de la famille non plus. La comparaison avec mon père, surtout formulée comme une critique, a allumé une étincelle de colère. Papa s'est tué au travail pour subvenir aux besoins de cette famille. N'ose pas suggérer qu'il ne comprenait pas l'importance de la famille. Eh bien, tu suis certainement ses traces, à travailler tout le temps. Pas de femme, pas d'enfant, et maintenant tu repousses la famille que tu as à cause de l'argent. Il ne s'agit pas d'argent. J'ai presque crié. Il s'agit de responsabilité et d'attente raisonnable. Pourquoi suis-je le méchant pour ne pas vouloir gâter Mia? Parce que tu es égoïste, gage. Purement et simplement. Karen a raison. Tu as changé. Le succès t'a fait oublier d'où tu viens et qui était là pour toi. Si tu ne peux pas faire cette petite chose pour ta nièce, alors peut-être que tu n'es pas le fils que je pensais avoir élevé. L'appel s'est terminé avec la déception de ma mère pesant lourdement dans l'air. J'ai jeté mon téléphone sur le lit et j'ai fait les 100 pas dans mon appartement. Un mélange de rage et de blessures bouillonnait en moi. Comment étais-je devenu le méchant de cette histoire? Quand le fait d'avoir des limites et de promouvoir la responsabilité est-il devenu un défaut de caractère? Le pire, c'était la graine de doute que leurs mots avaient plantée. Étais-je déraisonnable? Le succès m'avait-il changé? Étais-je radin juste pour prouver quelque chose? Non. J'ai décidé qu'il ne s'agissait pas de l'argent. Ça ne l'avait jamais été. Il s'agissait de principes, d'enseigner des valeurs qui serviraient bien Mia dans la vie. Si cela faisait de moi le méchant aux yeux de ma famille, alors soit. Parfois, faire ce qui est juste signifiait être incompris. Ce que je n'ai pas réalisé alors, c'est que la situation était sur le point de devenir beaucoup plus compliquée, et que la vraie nature de l'imbrication financière de ma famille avec moi était sur le point d'être révélée. Après ces appels téléphoniques explosifs, je n'arrivais pas à me calmer. Mon appartement me semblait trop silencieux, trop vide, un contraste frappant avec le chaos émotionnel qui tourbillonnait en moi. Je me suis versé un verre de bourbon pur et je me suis assis au comptoir de ma cuisine, rejouant les conversations dans ma tête. La menace de Karen de me couper de la famille résonnait douloureusement. Malgré nos différences, j'avais toujours gardé l'espoir qu'un jour nous pourrions réparer notre relation. Maintenant, cette possibilité semblait s'éloigner, à cause d'une robe de bal, de toute chose. En sirotant mon verre, quelque chose que Karen avait dit lors d'une de nos urgences financières précédentes m'est revenu à l'esprit. Il y a environ 3 ans, lorsqu'elle avait appelé au sujet de la perte potentielle de leur maison, elle avait mentionné quelque chose de spécifique à propos de leur paiement hypothécaire, un chiffre qui m'avait semblé étrangement élevé, même pour leur quartier chic, 2200 $ par mois. Pourquoi ce chiffre me dérangeait-il soudainement? J'ai sorti mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon compte bancaire, quelque chose me trottant dans la tête. Je scrutais rarement mes paiements récurrents, faisant confiance aux systèmes automatiques que j'avais mis en place pour gérer mes finances. La plupart de mes factures étaient assez constantes, et j'avais suffisamment de marge dans mes comptes pour que de petites fluctuations ne posent jamais de problème. J'ai navigué jusqu'à la section des paiements récurrents et j'ai parcouru la liste. Internet, services publics, abonnements, dons de bienfaisance, cotisations de retraite. Et puis je l'ai vu. Un paiement mensuel de 2200 $ à Homestead Mortgage Service, programmé pour être prélevé le 1er de chaque mois, depuis 3 ans. J'ai fixé l'écran, la confusion laissant place à une horreur naissante. Je n'avais pas d'hypothèque. Je possédais mon condo en pleine propriété, l'ayant payé comptant après le rachat de l'entreprise. Ce n'était pas mon paiement. C'était celui de Karen. Les mains tremblantes, j'ai consulté l'historique des paiements. 36 paiements de 2200 $ chacun,
totalisant 79 200 dollars sur 3 ans. De l'argent qui avait silencieusement coulé de mon compte pour payer l'hypothèque de ma sœur, à mon insu et sans mon consentement. Le souvenir est revenu en force. Il y a 3 ans, lorsque Karen et Brian risquaient la saisie, je les avais aidés à mettre en place des paiements automatiques pour m'assurer qu'il ne manquerait plus un paiement hypothécaire. Karen était à côté de moi, regardant par-dessus mon épaule pendant que je me connectais à mes comptes et lui montrais comment configurer les paiements récurrents. Elle a dû, d'une manière ou d'une autre, ajouter son hypothèque à ma liste de paiements quand je ne regardais pas, ou peut-être après, en utilisant mes identifiants enregistrés. La trahison m'a profondément blessé. Ce n'était pas une demande d'aide ponctuelle, ni même une assistance financière occasionnelle. C'était un vol systématique, mois après mois, année après année, à mon insu. Et pendant tout ce temps, Karen avait continué à demander de l'argent supplémentaire pour des urgences, sachant très bien qu'elle me prenait déjà des milliers de dollars par mois. J'ai creusé plus loin, consultant mes relevés de cartes de crédit des dernières années. Effectivement, il y avait des frais que je ne reconnaissais pas, principalement dans des grands magasins, des spas et des restaurants de la région de Karen. Elle s'était ajoutée comme utilisatrice autorisée sur l'une de mes cartes de crédit, probablement lors de cette même visite, et l'avait utilisée avec suffisamment de parcimonie pour que les frais se fondent dans mes dépenses régulières. Le préjudice financier total était stupéfiant. Entre les paiements hypothécaires et les frais de carte de crédit, Karen m'avait pris bien plus de 80 000 dollars au cours des 3 dernières années. Pas étonnant qu'elle puisse se permettre des vacances somptueuses et des articles de luxe tout en prétendant être en difficulté financière. Elle avait complété son style de vie avec mon argent depuis le début. Et maintenant, elle avait l'audace de réclamer 1800 dollars pour le bal de promo de Mia, menaçant de me couper de la famille si je refusais. L'ironie aurait été risible si elle n'était pas si douloureuse. J'ai passé l'heure suivante à rassembler des preuves, à prendre des captures d'écran, à noter les dates et les montants. Une partie de moi voulait appeler Karen immédiatement et la confronter à ce que j'avais découvert, mais je savais que cette conversation serait mieux menée lorsque je ne serais pas consumé par une colère fraîche. À la place, j'ai appelé le service d'assistance 24H24 de ma banque. Après avoir vérifié mon identité, j'ai expliqué la situation au représentant, qui a été, à juste titre, horrifié. Elle m'a aidé à annuler immédiatement le paiement hypothécaire récurrent et à signaler mon compte pour activité suspecte. Elle m'a également aidé à signaler l'utilisation non autorisée de la carte de crédit et à lancer le processus pour obtenir une nouvelle carte avec un numéro différent. Monsieur, vous devriez peut-être envisager de porter plainte, a suggéré doucement le représentant. C'est de la fraude financière. La pensée de porter plainte contre ma propre sœur m'a retourné l'estomac, malgré sa trahison. J'y réfléchirai, ai-je dit, sachant que je ne le ferai probablement pas. Malgré tout, elle était toujours ma famille, et la pensée de Karen faisant potentiellement face à des conséquences juridiques était plus que je ne pouvais supporter. Après avoir raccroché avec la banque, je suis resté assis dans un silence stupéfait, essayant de digérer l'ampleur de ce qui s'était passé. Le sentiment de violation était profond. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de confiance, de profiter de quelqu'un qui avait déjà tant donné. J'ai pensé à toutes les fois où Karen m'avait culpabilisé de ne pas aider assez, d'être radin, avec mon argent supplémentaire, tout en vidant secrètement mes comptes pour financer le style de vie auquel elle se sentait en droit. L'audace était à couper le souffle. J'ai aussi pensé à ma mère. Son soutien indéfectible à Karen, sa critique constante de mes choix de vie. Était-elle au courant de cet arrangement? Était-elle complice de la tromperie, ou juste une autre victime du comportement manipulateur de Karen? Au fil de la nuit, mon choc et ma blessure ont commencé à se cristalliser en résolution. Cela devait cesser, non seulement la ponction financière, mais toute la dynamique dysfonctionnelle. Depuis trop longtemps, je m'étais laissé manipuler, culpabiliser et maintenant voler, tout cela au nom de l'obligation familiale. Au moment où je suis finalement allé me coucher, il était près de 2 heures du matin. J'avais annulé le paiement automatique de l'hypothèque, signalé l'utilisation frauduleuse de la carte de crédit, changé tous mes mots de passe financiers et mis en place des mesures de sécurité supplémentaires sur mes comptes. L'hémorragie immédiate avait été stoppée. Ce que je n'avais pas encore décidé, c'était comment confronter Karen et le reste de ma famille avec ce que j'avais découvert. Cela nécessiterait un niveau de préparation émotionnelle dont je n'étais pas capable dans mon état actuel. Pour l'instant, j'avais fait ce qui était nécessaire pour me protéger financièrement.
Le règlement de compte émotionnel devrait attendre le matin. Alors que je sombrais dans un sommeil agité, je me demandais quelle serait la réaction de Karen lorsque le paiement hypothécaire ne passerait pas. Paniquerait-elle? Saurait-elle immédiatement que j'avais découvert son stratagème? Ou essaierait-elle de maintenir la mascarade, peut-être en inventant une autre « urgence » pour expliquer pourquoi elle avait soudainement besoin de 2200 $? Une chose était certaine. Le lendemain matin à 8 heures, le château de cartes soigneusement construit par Karen sur mon soutien financier involontaire allait s'effondrer. Et malgré tout, une petite partie vengeresse de moi attendait cela avec impatience. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Mon esprit était en ébullition, agité par des pensées de trahison, de colère et de la confrontation à venir. Quand mon réveil a sonné à 6h30, j'étais déjà en train de fixer le plafond depuis 1 heure, répétant ce que je dirais lorsque l'appel inévitable arriverait. J'ai suivi ma routine matinale, préparant mécaniquement un café plus fort que d'habitude, sachant que j'aurais besoin de cette caféine supplémentaire pour traverser ce qui promettait d'être une journée épuisante. J'ai envisagé de me porter malade au travail, mais j'ai décidé de ne pas le faire. La structure et la distraction de mon travail pourraient être la seule chose qui me maintiendrait sain d'esprit aujourd'hui. À 8h05 précise, alors que j'entrais dans mon immeuble de bureau, mon téléphone a sonné. Le nom de Karen s'est affiché à l'écran, pile à l'heure. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Gage. La voix de Karen était frénétique, à la limite de l'hystérie. Il y a un problème avec notre paiement hypothécaire. La banque vient d'appeler et a dit qu'il a été refusé. Notre paiement est en retard et il menace de frais de retard. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je suis resté silencieux un moment, laissant sa panique flotter dans l'air. J'ai annulé le paiement automatique hier soir, ai-je finalement dit, ma voix calme et contrôlée. Quoi? La confusion dans sa voix s'est rapidement transformée en colère. Pourquoi ferais-tu ça? Tu sais que nous avons besoin que ce paiement passe. Oui, Karen, je sais. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi tu as jugé approprié de configurer ton hypothèque pour qu'elle soit payée depuis mon compte, à mon insu et sans mon consentement, pendant les 3 dernières années. La ligne est devenue silencieuse. Je pouvais presque entendre son esprit s'emballer, essayant de formuler une explication ou une excuse. Je ne sais pas de quoi tu parles, balbutia-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. N'insulte pas mon intelligence, Karen. J'ai les relevés bancaires. 36 paiements de 2200 $ chacun. C'est 79 200 $ que tu m'as volés. Sans parler des frais non autorisés sur ma carte de crédit. Une autre longue pause. Puis sa voix est passée de défensive à suppliante. Gage, tu ne comprends pas. Nous étions désespérés. Après que tu nous aies aidés avec la saisie, les choses étaient encore difficiles. C'était juste censé être temporaire, jusqu'à ce que la structure de commission de Brian s'améliore. Nous allions te rembourser. Je le jure. Quand, Karen? Quand alliez-vous me rembourser? Après avoir pris des vacances à Cancun? Après avoir acheté de nouvelles voitures? Après avoir dépensé des centaines de dollars en vêtements et en journée au spa avec ma carte de crédit? Vous vivez au-dessus de vos moyens sur mon dos depuis des années, et tout ce temps, vous me faites culpabiliser de ne pas aider assez. S'il te plaît, Gage, sa voix s'est brisée, les larmes évidentes maintenant. Nous ne pouvons pas perdre la maison. Le paiement est déjà en retard. La banque va facturer des frais. Ça va affecter notre code de crédit. Ne peux-tu pas laisser passer ce paiement juste le temps qu'on trouve une solution? La manipulation était si transparente, c'en était presque douloureux. Après avoir été surprise en train de voler des dizaines de milliers de dollars, sa préoccupation était toujours le problème immédiat, pas la rupture massive de confiance. Non, Karen. Pas cette fois. La banque de gage est fermée en permanence. Tu ne peux pas nous faire ça. Son ton a brusquement changé, passant de la supplication à la menace. Et Mia? Tu veux que ta nièce soit sans abri? C'est ça que tu veux. N'ose pas utiliser Mia comme bouclier, Karen. C'est toi qui as fait ça, pas moi. Toi et Brian avez créé cette situation avec votre malhonnêteté et votre irresponsabilité financière. Et maintenant, vous en subissez les conséquences. Maman avait raison à ton sujet, a craché Karen. Tu ne te soucies de personne d'autre que de toi-même. Tu es sans cœur.
Perspective intéressante de la part de quelqu'un qui me vole secrètement depuis des années. L'appel s'est terminé avec Karen sanglotant et me maudissant. Je suis resté devant mon immeuble de bureau, les mains tremblant légèrement en rangeant mon téléphone. Malgré mon calme apparent pendant l'appel, la confrontation m'avait laissé émotionnellement à vif. J'avais à peine atteint mon bureau que mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Brian. Je me suis préparé et j'ai répondu. « Quel est ton foutu problème, mec ?» La voix de Brian était agressive, accusatrice. Karen est dévastée. « Comment as-tu pu nous couper l'herbe sous le pied comme ça ?»« Bonjour, Brian. Ravi que tu te joignes à la conversation. Dis-moi, savais-tu que votre hypothèque sortait de mon compte depuis 3 ans ?» Il y a eu une brève hésitation. Écoute, c'était l'idée de Karen, pas la mienne. Je lui ai dit que ce n'était pas bien, mais on était dans une situation difficile. La facilité avec laquelle il a balancé sa femme m'a tout dit sur le caractère de Brian. Et pourtant, tu étais heureux d'en profiter. De vivre dans une maison que vous ne pouviez pas vous permettre, de conduire des voitures au-dessus de vos moyens, de prendre des vacances que vous n'aviez pas méritées. Ce n'est pas juste, mec. Je travaille dur. Des millions de personnes qui vivent selon leurs moyens travaillent dur aussi, Brian. Travailler dur ne te donne pas le droit de voler. Son ton a changé, devenant conciliant. Écoute, Gage, je comprends que tu sois en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être. Mais on parle de ta sœur, de ta nièce, de la famille. On ne peut pas trouver un arrangement ? Peut-être qu'on te rembourse un peu chaque mois. Vous avez eu 3 ans pour trouver un arrangement, Brian. 3 ans à savoir que vous preniez mon argent sans permission. Pourquoi devrais-je croire que quoi que ce soit changerait maintenant ? Parce qu'on est désespéré, mec. La banque va nous tomber dessus. On pourrait tout perdre. Alors je vous suggère de commencer à chercher un endroit plus abordable où vivre. Débarrassez-vous des voitures de luxe en leasing et apprenez à budgétiser comme le reste d'entre nous. Vos problèmes financiers ne sont pas ma responsabilité. Brian a continué à alterner entre menaces, culpabilisation et supplication pendant les 10 minutes suivantes, mais je suis resté ferme. Au moment où j'ai raccroché, je me sentais émotionnellement vidé, mais résolu. Pour la première fois depuis des années, je ne cédais pas à leur manipulation. J'étais à peine retourné au travail que mon téléphone a sonné une 3e fois. Ma mère. J'ai envisagé de laisser tomber sur la messagerie vocale, mais je savais que cela ne ferait que reporter l'inévitable. « Comment as-tu pu faire ça à ta sœur ?» La voix de maman tremblait de colère. Elle m'a appelé, hystérique, en disant que tu essaies de les rendre sans abri par dépit. A-t-elle mentionné qu'elle me volait depuis 3 ans, maman ? Qu'elle a configuré son hypothèque pour qu'elle soit payée depuis mon compte, à mon insu et sans ma permission ? Il y a eu une pause. De quoi parles-tu ? Soit maman était vraiment dans le noir, soit elle était une meilleure actrice que je ne le pensais. J'ai expliqué la situation en détail, y compris les frais de carte de crédit non autorisés et le montant total que Karen m'avait pris au fil des ans. Ce n'est pas possible, a dit maman. Mais sa voix avait perdu une partie de sa certitude. Karen ne ferait pas une chose pareille. J'ai les relevés bancaires, maman. 36 paiements de 2200 $ chacun, plus des milliers de dollars en frais de carte de crédit. Ce n'est pas un malentendu ou un accident. C'était une fraude financière délibérée et continue. Maman est restée silencieuse un long moment. Même si ce que tu dis est vrai, tu ne peux pas simplement les couper des vivres sans avertissement. Ils ont un enfant, Gage. Ta nièce. Je suis au courant, maman. Et je me sens très mal que Mia soit prise au milieu de tout ça. Mais continuer à entretenir l'irresponsabilité financière de Karen et Brian n'aide personne, et surtout pas Mia. Ils doivent apprendre à vivre selon leurs moyens et à assumer la responsabilité de leurs choix. Alors tu vas juste les laisser perdre leur maison ? Quel genre de frère fait ça ? La culpabilisation était si prévisible que ça m'a presque fait rire. Le genre qui en a marre d'être volé et manipulé, maman. Le genre qui fixe enfin des limites après des années à entretenir un comportement destructeur. La conversation a tourné en rond, maman alternant entre l'incrédulité face aux actions de Karen et la critique de ma réponse. À la fin, elle semblait résignée, sinon solidaire de ma position, convenant que Karen et Brian devaient faire face à la réalité,
mais me suppliant toujours de trouver une solution plus progressive qui ne détruirait pas leur vie du jour au lendemain. J'ai raccroché, me sentant épuisé, mais étrangement léger, comme si un poids que je n'avais pas pleinement reconnu avait été levé de mes épaules. Les confrontations avaient été douloureuses mais nécessaires. Pour la première fois depuis des années, j'avais tenu bon sans fléchir, sans céder à la culpabilité et à la manipulation qui avaient caractérisé notre dynamique familiale depuis si longtemps. Mon téléphone a de nouveau vibré en fin d'après-midi. Cette fois, étonnamment, c'était un texto de Mia. Maman et papa se disputent très fort. Maman pleure, et papa n'arrête pas de crier à propos d'argent. Grand-mère est là aussi. Il pense que je n'entends pas, mais j'entends. Qu'est-ce qui se passe, oncle Gage? Mon cœur s'est serré. Mia était innocente dans tout ça, prise entre les feux de la malhonnêteté financière de ses parents et ma réaction à cela. Elle méritait mieux que d'être protégée de la réalité avec des mensonges. Mais elle méritait aussi mieux que d'être traumatisée par des problèmes d'adultes. Je l'ai appelée plutôt que de répondre par texto, sortant de mon bureau pour plus d'intimité. Quand elle a répondu, sa voix était petite et effrayée. « Oncle Gage, est-ce qu'on va perdre notre maison ?»« Je ne sais pas, ma chérie, ai-je dit honnêtement. Cela dépend de ce que tes parents décideront de faire ensuite. Mais je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, ce n'est pas de ta faute, et que tu iras bien. Maman a dit que tu nous as coupé des vivres parce que tu es en colère pour l'argent du bal. » J'ai soupiré, peu surpris que Karen essaie de rejeter la faute. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, Mia. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Des trucs d'adultes qui se sont accumulés depuis longtemps. Mais je veux que tu saches que je t'aime et que je ne suis pas en colère contre toi. Alors pourquoi tu ne nous aides pas? Tu t'en fiches si on est sans abri? La question m'a profondément blessé, mais je savais que je devais être honnête sans la charger de toute la laide réalité. Je m'en soucie beaucoup, Mia. Mais parfois, aider signifie laisser les gens résoudre leurs propres problèmes, même quand c'est difficile. Tes parents ont des options. Elles ne sont peut-être juste pas les plus faciles qu'ils souhaitent. Nous avons parlé pendant près de 20 minutes. Je n'ai pas dénigré ses parents, mais j'ai été honnête sur l'importance de la responsabilité financière et de vivre selon ses moyens. J'ai expliqué comment le fait de travailler pour obtenir des choses leur donnait plus de valeur que de les recevoir. À la fin de l'appel, Mia semblait plus calme, bien que toujours confuse et inquiète. « Si tu veux reparler du bal, je pensais ce que j'ai dit avant, lui ai-je dit avant de raccrocher. Je serais heureux de t'aider à trouver comment gagner de l'argent pour une robe que tu aimes. Pas $1200, mais quelque chose de beau dont tu pourras être fier d'avoir travaillé pour. » J'y réfléchirai, a-t-elle dit, sa voix pensive plutôt que dédaigneuse. En terminant l'appel, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Culpabilité que Mia soit prise dans ce pétrin. Colère contre Karen et Brian pour leur tromperie. Épuisement dû au bilan émotionnel de la journée. Mais sous tout cela, il y avait une certitude tranquille que malgré la douleur et le conflit, j'avais fait ce qu'il fallait. Pour la première fois depuis des années, je refusais d'être le complice, le filet de sécurité, la victime silencieuse du dysfonctionnement de ma famille. Le règlement de compte ne faisait que commencer, mais je sentais déjà quelque chose changer, à la fois en moi et dans la dynamique familiale toxique qui avait persisté trop longtemps. Ce qui allait suivre serait difficile, mais nécessaire pour nous tous. Une semaine s'est écoulée avec un contact minimal de ma famille. Karen a tenté d'appeler plusieurs fois, mais j'ai laissé les appels aller sur la messagerie vocale, n'étant pas encore prêt pour une autre conversation chargée d'émotions. Ces messages alternaient entre des excuses larmoyantes et des culpabilisations à peine voilées, auxquelles je n'étais prêt à répondre ni à l'un ni à l'autre. Ma mère a appelé quotidiennement, son ton passant progressivement de l'accusation à l'inquiétude à mesure que la réalité de la tromperie de Karen s'installait. Finalement, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter la situation de front. J'ai envoyé un texto à ma mère pour lui suggérer une réunion de famille chez elle, le samedi suivant. Tout le monde devait être là. Maman, Karen, Brian, Mia et moi-même. À ma grande surprise, tout le monde a accepté. Bien que la réponse de Karen ait été laconique et que Brian n'ait pas répondu du tout. Ce samedi matin, j'ai conduit jusqu'à la maison de mon enfance avec un mélange d'appréhension et de détermination. J'avais passé la semaine à consulter un conseiller financier et à préparer la documentation de tout ce que Karen avait pris sans permission. Je ne cherchais pas à lui faire honte publiquement, mais il fallait que tout le monde comprenne la gravité de ce qui s'était passé.
Quand je suis arrivé, tout le monde était déjà là, assis maladroitement dans le salon. Maman avait l'air fatiguée, avec de nouvelles rides d'inquiétude sur le front. Les yeux de Karen étaient gonflés d'avoir pleuré, et elle ne pouvait pas croiser mon regard. Brian était assis les bras croisés, sur la défensive, tandis que Mia était perchée inconfortablement sur la coudoir du canapé, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé en prenant le seul siège vide. Je sais que c'est difficile, mais nous devons avoir une conversation honnête sur ce qui se passe. Nous savons que tu es en colère, Gage, a interrompu Karen, la voix tendue. Mais tu détruis cette famille par dépit. C'est ça que tu veux. Ce que je veux, c'est que nous fassions face à la réalité, Karen. La réalité que tu as systématiquement pris de l'argent de mon compte à mon insu et sans mon consentement pendant des années. La réalité que toi et Brian avez vécue au-dessus de vos moyens en attendant que d'autres paient la note. La réalité que ce schéma doit cesser, non seulement pour mon bien, mais pour le vôtre aussi. Brian a ricané. Facile à dire pour toi, avec ton boulot de luxe et pas de responsabilité. Mon travail ne m'est pas tombé du ciel, Brian. J'ai travaillé pour l'avoir. Et en ce qui concerne les responsabilités, je prends les miennes au sérieux, y compris la responsabilité de gérer mes finances de manière éthique. Quelque chose que toi et Karen semblez avoir oublié. Maman a levé les mains, apaisante. S'il vous plaît, pouvons-nous rester civilisés? Nous sommes ici pour trouver une solution, pas pour nous attaquer les uns les autres. Tu as raison, maman. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne suis pas ici pour attaquer qui que ce soit, mais il faut que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. J'ai sorti le dossier que j'avais préparé et j'ai étalé la documentation, relevé bancaire montrant les paiements hypothécaires, relevé de carte de crédit avec les frais non autorisés de Karen, une feuille de calcul totalisant le montant pris sur 3 ans. 79 200 $ en paiements hypothécaires, près de 12 000 $ en frais de carte de crédit. C'est plus de 90 000 $ pris à mon insu et sans ma permission sur 3 ans. La pièce est tombée dans le silence alors que tout le monde absorbait les chiffres. Même Mia s'est penchée pour regarder les papiers, ses yeux s'écarquillant devant les montants. J'allais te rembourser, a dit faiblement Karen. C'était juste censé être temporaire. Quand, Karen? Tu as eu 3 ans. Pendant ce temps, tu as pris des vacances, acheté de nouvelles voitures, dépensé des centaines de dollars en vêtements et articles de luxe. D'où allait venir l'argent pour me rembourser? Le visage de Karen s'est décomposé. Je ne sais pas. Je pensais juste que les choses s'amélioreraient. La structure de commission de Brian devait s'améliorer. Nous allions refinancer la maison. La vérité, a dit Brian, sa posture défensive se fissurant enfin, c'est que nous sommes bien plus endettés que tu ne le penses, Gage. L'hypothèque n'est que la partie visible de l'iceberg. Nous avons des dettes de cartes de crédit, des prêts personnels, une deuxième hypothèque. Nous sommes sous l'eau sur les 2 voitures. Maman a halté. Brian, qu'est-ce que tu dis? C'est si grave que ça. Brian s'est passé une main dans les cheveux, l'air soudain pluvieux et vaincu. Nous avons environ 400 000 $ de dettes, en tout. La maison vaut moins que ce que nous devons. Les seuls paiements d'intérêt nous tuent chaque mois. Sans l'aide de gage pour l'hypothèque, c'est fini pour nous. La révélation a pesé lourdement dans la pièce. 400 000 $ était une somme stupéfiante, bien pire que ce que j'avais imaginé. Comment en est-on arrivé là? A demandé maman, sa voix à peine audible. Karen et Brian ont échangé des regards. C'est juste arrivé, a dit Karen. Un peu à la fois. Une nouvelle voiture parce que Brian devait impressionner des clients. Des rénovations de la maison parce que les voisins amélioraient tous la leur. Des vacances parce que nous méritions une pause après tout ce stress. Des vêtements et des activités pour Mia parce que nous ne voulions pas qu'elle se sente différente de ses amis. Et chaque fois que nous nous enfoncions davantage, a ajouté Brian, nous nous disions que c'était temporaire, que les choses s'arrangeraient, que le mois prochain, l'année prochaine serait meilleure. J'ai regardé Mia, qui écoutait attentivement. Son expression était un mélange de confusion et de compréhension naissante. C'est pour ça que j'ai réagi comme je l'ai fait pour l'argent du bal, Mia, ai-je dit doucement. Il ne s'agissait pas d'être radin. Il s'agissait d'essayer de briser ce cycle de dépenses d'argent qui n'existe pas. Mia a hoché lentement la tête. Je comprends maintenant, je crois.
Maman et papa ont fait semblant d'être plus riches que nous ne le sommes. C'est une évaluation assez juste, ai-je dit. Et c'est un jeu dangereux, parce qu'à la fin, la réalité rattrape toujours. Alors, maintenant quoi? A demandé maman, regardant tour à tour Karen, Brian et moi. Que se passe-t-il ensuite? J'ai pris une profonde inspiration. Cela dépend de Karen et Brian. Je suis prêt à aider, mais pas sans condition et pas en entretenant les mêmes schémas qui nous ont amenés ici. Quel genre d'aide? A demandé prudemment Karen. Premièrement, vous avez besoin de conseils financiers professionnels. J'ai parlé à une conseillère financière spécialisée dans la gestion et le recouvrement de dettes. Elle est prête à travailler avec vous pour créer un plan réaliste. On ne peut pas se permettre une conseillère financière, a objecté Brian. Je couvrirai les frais, ai-je dit. Mais seulement si vous vous engagez à suivre le plan qu'elle créera. Cela signifie une transparence financière totale, un budget strict et des changements de style de vie importants. Quel genre de changement de style de vie? A demandé Karen, la voix basse. Pour commencer, vous devrez vendre la maison. Elle est trop chère pour vos revenus, même sans l'hypothèque sous-évaluée. Vous devrez réduire considérablement votre train de vie. Les voitures de luxe en leasing devront partir, remplacées par des véhicules d'occasion fiables que vous pouvez réellement vous permettre. Plus de vacances, de vêtements de marque ou d'extra coûteux jusqu'à ce que vous soyez sur une base financière solide. Karen a commencé à pleurer doucement. Mais c'est notre maison, notre vie. C'est une vie construite sur du sable mouvant, Karen. Et elle s'effondre. Vous pouvez soit faire des changements contrôlés maintenant, soit faire face à des changements forcés lorsque tout s'effondrera complètement. Brian, étonnamment, a été le premier à hocher la tête. Il a raison, Karen. On ne peut pas continuer comme ça. On est à un paiement manqué du désastre, et maintenant on sait que Gage ne va pas continuer à nous couvrir. Et Mia? A demandé Karen. Comment cela va-t-il l'affecter? Je me suis tourné vers ma nièce. Mia, cela signifiera aussi des changements pour toi. Une nouvelle maison, probablement une nouvelle école, des vêtements et des activités moins chères. Mais cela signifie aussi apprendre de précieuses compétences de vie sur la responsabilité financière qui te serviront bien pour toujours. Les yeux de Mia brillaient de larmes non versées, mais elle a hoché la tête courageusement. Si ça veut dire ne pas être sans abri, je suppose que je peux faire avec. Tu feras plus que faire avec, les jeux assurés. Tu t'épanouiras, et je t'aiderai. Cette offre de t'aider à gagner de l'argent pour une robe de bal raisonnable tient toujours. Et je serai heureux de t'aider à apprendre à épargner, à investir et à construire une véritable sécurité financière. Maman était restée silencieuse, absorbant tout. Maintenant, elle a parlé. Je n'avais aucune idée que les choses étaient si graves. Je me sens en partie responsable. J'ai été tellement concentré sur les apparences, sur le fait de vous voir tous vivre ce qui ressemblait à une vie réussie. Je n'ai jamais remis en question la façon dont vous vous permettiez tout ça. Nous sommes tous responsables de différentes manières, ai-je dit. Moi y compris. J'aurais dû fixer des limites plus fermes il y a des années au lieu d'entretenir la situation. Mais maintenant, nous avons une chance de réparer les choses, de construire quelque chose de plus sain. La conversation s'est poursuivie pendant des heures. Il y a eu plus de larmes, plus de révélations, plus de dures vérités. Mais à la fin, un plan commençait à prendre forme. Karen et Brian ont accepté de rencontrer la conseillère financière. Maman a offert sa chambre d'amis pour Mia si les choses devenaient vraiment difficiles temporairement, et je me suis engagé à fournir une aide structurée et conditionnelle qui soutiendrait leur rétablissement sans encourager une nouvelle irresponsabilité. Aussi difficile qu'ait été la conversation, j'ai senti un poids se lever. Pour la première fois depuis des années, nous faisions face à la réalité plutôt que de vivre dans le déni. La route à venir serait difficile, mais au moins, nous étions enfin sur un chemin qui pourrait mener à la guérison, à la fois financièrement et relationnellement. Alors que nous nous préparions à partir, Mia s'est approchée de moi discrètement. « Oncle Gage, j'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait de gagner de l'argent pour le bal. Penses-tu vraiment que je pourrais en gagner assez à temps ?» Je lui ai souri, voyant une lueur de l'adulte responsable qu'elle pourrait devenir avec les bons conseils. « Absolument, Mia. Et je serais honoré de t'aider à trouver comment faire. » Ce n'était pas une résolution parfaite. Il y avait encore de la douleur,
encore de la tension, encore un long chemin à parcourir. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti par rapport à ma famille depuis très longtemps. De l'espoir. 6 mois se sont écoulés depuis cette réunion de famille conflictuelle, et les changements ont été tout simplement remarquables. Ça n'a pas été facile, loin de là, mais les progrès que nous avons tous faits, individuellement et en tant que famille, ont valu chaque moment difficile. Karen et Brian ont tenu leur engagement de rencontrer la conseillère financière. Les premières séances ont été dures, mettant à nu toute l'étendue de leur mauvaise gestion financière et les forçant à affronter des années de mauvaises décisions. La conseillère n'a rien édulcoré, leur présentant un plan de redressement qui exigeait des changements de style de vie importants et qui prendrait des années à mettre en œuvre pleinement. Fidèles à notre accord, ils ont vendu leur maison, subissant une perte mais se soulageant des paiements hypothécaires écrasantes. Ils ont emménagé dans un modeste appartement de 3 chambres dans un autre district scolaire, un logement avec un loyer raisonnable qui correspondait à leur budget nouvellement établi. Les voitures de luxe ont été rendues à la société de leasing, remplacées par 2 véhicules d'occasion fiables, achetés comptant avec un petit prêt que j'ai fourni, portant intérêt et avec un échéancier de remboursement formel. Brian, à son crédit, s'est surpassé d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Il a pris un 2e emploi le week-end pour aider à accélérer le remboursement de leurs dettes et est devenu méticuleux dans le suivi de leurs dépenses et le respect de leur budget. Karen a trouvé un travail d'assistante administrative dans un cabinet médical local, apportant un revenu stable au ménage pour la première fois depuis des années. Le revenu supplémentaire a été entièrement consacré au remboursement de la dette, et non à l'amélioration du style de vie. Le changement le plus significatif a peut-être été leur attitude envers l'argent. Fini la pensée magique. Fini les suppositions que les choses s'arrangeront d'une manière ou d'une autre sans plan concret. Ils ont maintenant des réunions budgétaires hebdomadaires, suivent chaque dollar et ont adopté un niveau de transparence financière qui aurait été inimaginable il y a 6 mois. Mia a fait preuve d'une résilience remarquable tout au long de cette transition. Le déménagement dans une nouvelle école a été initialement difficile, mais elle s'est adaptée rapidement, se faisant de nouveaux amis qui l'apprécient pour qui elle est plutôt que pour ce qu'elle a. Fidèle à ma parole, je l'ai aidé à trouver un travail à temps partiel comme réceptionniste le week-end dans l'entreprise technologique d'un ami, un poste qui lui a appris de précieuses compétences tout en lui permettant de gagner de l'argent pour son bal et d'autres dépenses. Son expérience du bal de promo a finalement été très différente de ce qu'elle avait initialement imaginé, mais de la meilleure façon possible. Au lieu de la robe de créateur à $1 200, elle a trouvé une belle robe dans un magasin de dépôt-vente pour $150. Elle et son cavalier, ainsi que plusieurs amis, se sont arrangés pour qu'un parent les conduise au lieu de louer une limousine. Ils ont dîné dans un restaurant à prix raisonnable avant la danse et ont assisté à une fête surveillée chez un ami par la suite. La fierté dans sa voix lorsqu'elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait tout payé elle-même valait plus que n'importe quelle somme d'argent que j'aurais pu lui donner. Ça avait plus de sens parce que je l'ai mérité, m'a-t-elle dit, faisant écho au mot même que j'avais essayé de transmettre dans notre premier échange de SMS. Ma relation avec ma mère a subi sa propre transformation. Les œillères du favoritisme et du déni ont commencé à tomber alors qu'elle a été témoin des conséquences d'années à entretenir le comportement de Karen. Nous avons eu plusieurs conversations à cœur ouvert sur notre dynamique familiale, sur les différentes normes qu'elle appliquait à Karen et à moi, sur la manière dont sa protection bien intentionnée de Karen a en fait entravé sa croissance et son indépendance. Je pensais être une bonne mère en la protégeant des difficultés, a avoué maman lors d'une de nos discussions. Mais je vois maintenant que je l'empêchais en fait de développer la force et les compétences dont elle avait besoin. Tu as dû les développer par toi-même, et je suis désolé de ne pas t'avoir soutenu de la même manière. Ces mots ont été un baume cicatrisant sur des blessures que j'avais portées pendant des décennies, validant des sentiments que j'avais longtemps réprimés pour le bien de l'harmonie familiale. Notre relation est maintenant plus honnête, plus équilibrée et finalement plus aimante qu'elle ne l'a jamais été. Quant à Karen et moi, nous reconstruisons notre relation pas à pas. La trahison de la confiance a été importante et complète. La guérison prendra du temps, mais nous nous parlons régulièrement maintenant, ayant des conversations honnêtes sur notre enfance, nos ressentiments, nos malentendus mutuels. Pour peut-être la première fois de notre vie d'adulte, nous nous lions d'égal à égal. Non pas comme l'enfant prodige et le laissé pour compte, non pas comme le succès financier et le frère en difficulté, mais comme 2 adultes avec des forces et des faiblesses différentes, essayant de mieux se comprendre. J'ai instauré une nouvelle tradition de dîners hebdomadaires sur la littératie financière familiale chez moi. Maman, Karen, Brian et Mia y assistent tous, et nous discutons de tout,
de la budgétisation de base au principe d'investissement, en passant par la psychologie des dépenses. Ces dîners sont cependant devenus bien plus qu'une question d'argent. Ils concernent la communication, le soutien, la construction d'une dynamique familiale plus saine basée sur l'honnêteté plutôt que sur les apparences. Le chemin de la blessure à la guérison n'a pas été linéaire. Il y a eu des revers, des disputes, des moments de doute. Karen et Brian luttent encore parfois avec les ajustements de style de vie, retombant occasionnellement dans de vieux schémas de vouloir plus que ce qu'ils peuvent se permettre. Mia a ces moments de ressentiment adolescent face à la situation financière réduite de la famille. Maman retombe parfois dans de vieilles habitudes de trouver des excuses pour le comportement de Karen. Mais la différence maintenant, c'est que nous abordons ces problèmes ouvertement. Plus de secrets, plus de faux-semblants, plus d'entretien de schémas destructeurs. Nous nous interpellons mutuellement, gentiment mais fermement, lorsque nous voyons de vieux comportements refaire surface. Et lentement, régulièrement, nous devenons tous plus sains, financièrement et émotionnellement. L'expérience m'a appris de profondes leçons sur la nature de la vraie générosité. J'avais toujours assimilé l'aide à la famille au fait de leur donner tout ce qu'ils demandaient, croyant que dire non était égoïste ou insensible. Maintenant, je comprends que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de fixer des limites, de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs choix, d'offrir des conseils plutôt que des sauvetages. J'ai appris l'importance de la transparence financière et le danger d'éviter les conversations difficiles sur l'argent. Tant de familles considèrent les questions d'argent comme tabous, les enveloppant de secrets et de honte. Ce silence a créé l'environnement parfait pour que le dysfonctionnement s'épanouisse dans notre famille. Briser ce silence, aussi douloureux que cela ait été, a été la première étape essentielle vers la guérison. Plus important encore, j'ai appris que les relations familiales basées sur la manipulation et l'obligation sont intrinsèquement malsaines. Les vrais liens familiaux doivent être construits sur le respect mutuel, l'honnêteté et un désir sincère du bien-être de chacun, non seulement dans l'instant, mais à long terme. En regardant vers l'avenir, je suis prudemment optimiste. Karen et Brian ont encore des années de remboursement de dettes devant eux, mais ils sont sur une voie durable. Mia développe des compétences et des valeurs financières qui lui serviront bien tout au long de sa vie. Maman et moi profitons d'une relation qui semble authentique pour la première fois, et j'ai trouvé un nouveau sentiment de paix, n'étant plus déchiré entre la culpabilité et le ressentiment, capable d'aider ma famille de manière à promouvoir la croissance plutôt que la dépendance. Parfois, il faut perdre ce que l'on pensait important pour trouver ce qui compte vraiment. Ma famille a failli s'effondrer à cause de l'argent. Mais en affrontant cette crise, nous avons découvert quelque chose de bien plus précieux, une communication honnête, une véritable responsabilité et un amour qui responsabilise plutôt qu'il n'entretient la dépendance. Le voyage continue, mais pour la première fois depuis très longtemps, je suis reconnaissant de le parcourir avec ma famille à mes côtés. Quelles limites difficiles avez-vous dû fixer avec vos proches? Ont-elles renforcé ou endommagé vos relations à long terme? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur les finances familiales et la recherche de votre chemin à travers des situations difficiles. Souvenez-vous que parfois, les conversations les plus difficiles mènent aux liens les plus significatifs. Merci d'avoir écouté mon histoire et je vous souhaite sagesse et courage pour naviguer dans vos propres dynamiques familiales. Toma, viejo. Diablos, mira, lo he forjado con mis propias manos, tío. Tengo eso, tío. Ah, tengo una de estas, pero esa no la puedo usar. ¿Y puedes usar una de estas, tío? Una de esas que... ¿Que te ¡Oh! ¿Que ¿Qué? cosa? Es que estamos los dos juntos. Ok, esta hoja, de jugador 3, nivel mínimo de jugador 4. 10 de daño de ataque. Ah, pero es peor que la que tengo yo. Con el shift, si te... ¿Cómo Tío, es posible que si te pones... Si te este equipas tu nivel monedero 4? en tu inventario, Vete a la mierda. con el shift B lo puedes abrir, Ok, tío. ok, vamos a guardar esto. Y tenemos la espada, increíble. Toma, Ya. me ocupo. Comercial de Fanta. No, esa espada no la puedo usar, viejo. Ya tengo una. Yo te di una lanza también. ¿Qué era lo que hacía esta habilidad? No me acuerdo. ¿Cómo había la barra de habilidades? Requiere que consuma una carga inicial. Puedes tirar también cosas a la basura, ¿eh? Golpea rápidamente el área frente a ti.
Inflige 30 daño físico a los enemigos golpeados. Los enemigos golpeados también reciben un aumento de daño físico durante un corte. A ver, vamos a probarlo. Oh, No, tu perro me está atacando. Tu perro me va a atacar. Me va a matar. ¡Cálmalo! ¡Siéntalo! ¡Sienta el perro! Pony, hace rato me picó un mosquito. Pony. Tu perro me va a matar. No, no, no. ¡Siéntalo! ¡Sienta a tu perro! Diablos, viejo. No puede ser. Algo está pasando aquí. ¿Cómo está, muchacho? Porque Ya. pongo otra ¿Ya? y. Y cuando vuelvo sigo teniendo la otra, po, Barra de la de habilidades. canalla. Es que yo lo que hice fue eso. Como que puse la que quería, la seleccioné y la dejé en el medio. Y ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, esto es tan rápido. ¿Ah? ¿Porque me Oye, sabía el esto es tan camino? rápido. Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué estáis diciendo? que me tengo. Creo que tengo clase de canalla seleccionada y no puedo ponerme otra. ¿Tienes más puntos o no? No he asignado ningún punto, tengo 3. Y ni siquiera me deja asignar puntos. Qué raro. Meli fue asesinada por su padre. La cuenta del Jared. Jared en Twitch se tiene como. Hay Pueden... Jared, ¿no? Hay un basurero en el inventario por si quieren botar cosas. From Jared A- 13. abajito a la derecha. Abajito a la derecha. Ahí está. Pero un momento. Ay. Entonces, ¿qué hago? No lo sé. A ver, espérate, comparte. Podría compartir un poco, ¿no? Comparte. A ver. ¿Cuál es la cuenta del Jared? Vamos a ver. ¿Alguien puede ocupar arco? No. Ay, Jared. Esa es la. Yo ese tengo es un el arco y se me bota cuando lo ocupo. Tengo una ballesta. Jared. Bueno, ya les digo. Yo tengo las espadas. ¿Dónde veo mi nivel a todo esto? Pregunta seria. Arriba a la izquierda. A ver, ah, nivel 4, ¿verdad? Tienes toda razón, viejo. Muchas gracias, amigo.